mesdames, messieurs, chers amis, nous sommes très heureux de vous voir nombreux ce soir, fidèles pour notre 13e conférence de l'association Rivage. Et c'est toujours un plaisir de vous voir si nombreux pour venir réfléchir ensemble sur des sujets qui ne sont pas toujours faciles. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas notre association, je vais faire un petit rappel. Donc l'association Rivage a presque 27 ans d'existence. Elle a été créée dans la maison de santé Claire Demeure qui est à côté en octobre 1990. Donc nous sommes des hommes et des femmes engagés dans le mouvement des soins palliatifs et de l'accompagnement. Nous sommes des bénévoles qui pensons que la maladie grave, la fin de vie, le deuil sont des étapes de la vie difficiles et qu'elles se doivent d'être accompagnées. Nous pensons que jusqu'au bout, nous avons des choses à vivre ensemble. Donc nous sommes une association qui a à peu près en moyenne 80 bénévoles. Nous intervenons dans tout le Grand Ouest parisien, donc notre siège est à Versailles, juste à côté, à Claire Demeure. Et nous intervenons dans des établissements privés comme des hôpitaux publics. Donc nous intervenons donc Versailles, Courbevoie, Rocamcourt, Meudon, Garches, Clamart, l'hôpital de Houdan. Eh oui. Et puis nous intervenons aussi avec le réseau du domicile, de soins palliatifs au domicile, réseau Répit, sur Versailles et le Grand Versailles. Voilà. Et nous avons aussi un groupe de soutien de deuil. Alors nous intervenons dans des services très différents, donc en réanimation, en unité de soins palliatifs, en soins de longue durée, dans des services d'Alzheimer, en état végétatif chronique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc nous faisons aussi appel à vous parce que nous avons beaucoup de demandes pour intervenir dans beaucoup de lieux différents et nous ne pouvons pas toujours répondre à ces demandes parce que nous manquons de bénévoles. Donc si vous êtes intéressés, vous pouvez venir nous voir. Vous serez très bien accueillis par Bénédicte qui est responsable du recrutement des bénévoles. Nous faisons aussi un appel parce que nous avons aussi besoin pour fonctionner d'avoir des bénévoles administratifs. Et nous recherchons un secrétaire actuellement et un trésorier. Donc les gens qui auraient des vocations, qui voudraient donner un petit peu de temps à une association, voilà, vous serez les bienvenus également à la fin de la soirée. Voilà. Alors donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Claude Grange, qui a été médecin généraliste et ensuite praticien hospitalier. Et en 1999, il s'est donc dirigé vers les soins palliatifs et il a fondé l'unité de soins palliatifs à l'hôpital de Houdan. Donc il a été médecin-chef pendant 16 ans. Là. Et il a également créé l'équipe mobile de soins palliatifs à l'hôpital de Dreux. Voilà, donc je pense que je vais lui donner la parole puisque ce soir il va nous parler de la famille face à la fin de vie d'un proche. Merci, bonsoir. Donc c'est à travers mon expérience, de mon vécu de médecin chef de service d'unité de soins palliatifs que je vais vous parler des familles face à la fin de vie d'un proche. Depuis que le monde est monde, on meurt. Et c'est assez récent que finalement, on va mourir à l'hôpital. Donc l'hôpital, qui est un lieu du guérir, devient de plus en plus un lieu du mourir. Le problème, c'est qu'il y a des médecins et des soignants qui n'ont pas forcément la formation pour. Concernant les familles, je pense que dans ce moment-là, c'est la famille qui doit avoir la première place.
Et on voit que avoir une place à l'hôpital, dans un univers impitoyable, qui est très hiérarchisé, très structuré, avec des heures de visite, c'est pas facile. Et c'est vrai que, sans doute, dans nos sociétés, on a sans doute peut-être trop médicalisé la mort. La médicalisant, on discrédite aussi peut-être des savoirs familiaux ancestraux. Toujours est-il que c'est la réalité. Avant les deux guerres, il y avait plus de 70% des décès qui avaient lieu à domicile, et que maintenant, il y a plus de 70% des décès qui ont lieu en milieu institutionnel. Le résultat, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible dans la qualité de la prise en charge de ces personnes en fin de vie. Parce que tous les rapports montrent qu'on meurt encore en France dans des conditions inacceptables. Le rapport du Thierry Sicard, le rapport du comité d'éthique montre ça. Il y a des enquêtes qui ont été faites auprès des infirmières qui s'occupent de patients qui sont en fin de vie. Et au terme de cet accompagnement, on leur a posé la question, comment ça s'est passé? Et ces infirmières ont pu dire, jamais j'aurais souhaité qu'un de mes proches décède dans les conditions dans lesquelles il est décédé. Donc ça veut dire qu'on a encore du travail, nous, médecins et soignants, dans cette prise en charge. Et c'est vrai que la médecine, dans ces situations de fin de vie, eh bien, les médecins sont en difficulté. Qu'est-ce qu'on a appris à un médecin? Souvent, un médecin, il a été formé selon un modèle biomédical hospitalier. On apprend à un médecin à faire un bon diagnostic. Une fois qu'on a fait un bon diagnostic, c'est de trouver le meilleur traitement. Mais on est dans le guérir. Et quand on n'est plus dans le guérir, eh ben, le médecin, il ne sait plus trop quoi faire. Il ne sait pas quoi dire, comment dire, quoi faire, comment faire. Et face à ces médecins qui sont souvent en difficulté, eh bien, il y a les familles. Et les familles à l'hôpital, c'est vrai qu'elles commencent à prendre le pouvoir. Pendant très longtemps, les familles, elles étaient mises de côté. Maintenant, les familles à l'hôpital, elles ne se laissent pas faire. Et sans doute qu'elles ont raison. Mais il faut savoir quelle place. Moi, c'est vrai qu'on a essayé à Oudan de donner la première place à la famille et qu'on avait sous-estimé le temps que l'on passe avec les familles. Pour les familles, ce qui est très important, c'est de leur expliquer, expliquer et expliquer. Expliquer pourquoi on fait les choses ou pourquoi on ne les fait pas. Et elles peuvent comprendre. Mais très souvent, il y a une relation triangulaire entre l'équipe soignante, l'équipe médicale, la famille et le patient, et tout ça, c'est assez complexe. Et ça tire dans un sens, ça tire dans l'autre. Quels sont les besoins essentiels d'une personne en fin de vie, à votre avis? Il y en a 3 essentiellement. Bon, je vois que le public est très réactif. Ne pas souffrir. Ah, ça serait bien. Ensuite. La paix. Oui. Être entouré, ne pas se sentir abandonné. Et la troisième chose, ça va un peu dans ce sens-là. Oui. C'est-à-dire de ne faire des choses qui ont du sens que pour qui? Que pour le malade. Le problème, c'est que très souvent, on fait des choses qui ont plus de sens pour le médecin, pour les soignants ou pour la famille. Et quelquefois, ce que souhaiterait le malade, c'est pas forcément ce que souhaite la famille. Alors, on va faire un petit test. Pour vous, une belle mort, ce serait quoi? Ne pas souffrir. Ensuite, sérénité. Qu'on respecte mes choix. Être bien accompagné. Mais, pardon? Avoir dit au revoir. Avoir dit au revoir. Mais
Une fin de vie, pour vous, il faut que ce soit court, long, moyen, ça peut durer très longtemps. Bah, là-dessus, ça ne vous ennuie pas, ça dure longtemps. Pas trop longtemps quand même. Bon. Et donc, au moment de la fin de vie, vous souhaitez être conscient, communicant, ou plutôt être endormi? Conscient, communicant, pour bien vivre ce moment-là. Alors, vous voyez, vous avez vos réponses. Et il est important aussi de tenir compte de ça. Quand on pose ces questions, très souvent, la plupart du temps, les personnes, en effet, ce qui revient, c'est ne pas souffrir, plutôt dans mon sommeil que je ne m'en rende pas compte et que ça ne dure pas trop longtemps. Alors, la médecine et la médecine palliative peuvent faire ça. Elle peut faire en sorte qu'on soulage la douleur. Elle peut mettre en place ce qu'on appelle une sédation, c'est-à-dire mettre dans un sommeil quand on vit des choses avec des symptômes réfractaires à tout traitement, et quand on est envahi dans des symptômes réfractaires. Et puis, il n'en tient qu'à nous de faire en sorte qu'on respecte la volonté de la personne. Mais bien souvent, ça ne se passe pas comme ça. Alors, je vais aborder donc la famille à travers plusieurs thèmes. L'information du malade, la douleur et la morphine, la souffrance et la sédation. Oh là là, ça va crazy là. L'hydratation et l'alimentation en famille. Oh là là, ça, c'est chaud. Hein. La poursuite des examens complémentaires, les traitements curatifs, les demandes d'euthanasie, la juste parole, la juste présence et l'attitude de la famille.